La traversée du Rubicon par Jules César fut un moment crucial dans l'histoire romaine. Lorsqu'il traversa le Rubicon avec son armée, il défia directement les lois de la République et déclencha une guerre civile. En janvier 1949 avant Jésus-Christ, la République romaine était pleine de tensions politiques et militaires. Jules César, un général et homme politique ambitieux, avait consolidé son pouvoir en Gaule, accumulant une grande influence et richesse. Cependant, sa popularité et son pouvoir croissant étaient perçus avec méfiance par le Sénat et par Pompée, son ancien allié et désormais rival. Le mandat de Jules César en tant que proconsul en Gaule et en Illyrie était terminé, et le Sénat ordonna qu'il démobilise son armée et retourne à Rome. Tout magistrat romain exerçait l'imperium, le pouvoir de commandement sur ses troupes, mais il ne pouvait pas amener ses troupes en Italie sans l'autorisation du Sénat. Le fleuve Rubicon était la frontière. D'un côté se trouvait la province de la Gaule cisalpine, territoire romain hors des limites directes de Rome, et de l'autre, l'Italie, le cœur de la République, où les lois étaient absolues. La loi romaine était claire. Tout général qui traversait le Rubicon avec son armée était considéré comme un traître. César, ayant perdu ses pouvoirs de magistrat, devait licencier son armée avant d'entrer en Italie. Il savait qu'en entrant à Rome sans ses troupes, il serait probablement arrêté. Selon l'historien Suétone, César était indécis en s'approchant du Rubicon. La traversée n'était pas seulement une action militaire, mais un acte aux conséquences légales et politiques énormes. Suétone rapporte que César fut encouragé par une apparition surnaturelle à aller de l'avant. En traversant le fleuve, il aurait prononcé la célèbre phrase « Alea jactae », les dés sont jetés, indiquant que sa décision était irrévocable. Le 10 janvier 1949 avant Jésus-Christ, Jules César conduisit une seule légion, la 13e Gemina, au sud du Rubicon, de la Gaule cisalpine à l'Italie. Démontrant son habileté stratégique, il captura la ville d'Ariminum et 3 autres villes sans rencontrer de résistance. La nouvelle de l'incursion de César parvint rapidement à Rome, vers le 17 janvier. En réponse, Pompée agit rapidement, émettant un décret reconnaissant officiellement l'état de guerre civile et convoquant tous les sénateurs à le rejoindre. De nombreux sénateurs, craignant le chaos et la violence des guerres civiles précédentes, quittèrent Rome avec Pompée et ses alliés, tandis que d'autres préférèrent se retirer dans leur villa à la campagne, tentant de garder un profil bas durant le conflit imminent. Les soldats qui ont combattu aux côtés de Jules César dans ses campagnes victorieuses le considéraient comme un leader et un protecteur. Ils pensaient que César méritait le soutien de la République pour tout ce qu'il avait accompli. En revanche, d'autres soldats suivaient Pompée et les consuls, qui représentaient la République et l'ordre établi. César tenait à parler directement à ses hommes, soulignant les injustices qu'il avait subies de la part de ses ennemis politiques, en particulier Pompée. Il soutenait que Pompée l'avait trahi et se concentrait sur les violations des droits des tribuns, dont les vétos avaient été ignorés par le Sénat. Pour renforcer son argument, César présenta les tribuns qui avaient fui la ville déguisée devant ses troupes. Pour la plupart des Romains, prendre parti dans la guerre civile était une décision très difficile. Au début, seules quelques personnes étaient engagées d'un côté ou de l'autre. Par exemple, Caius Claudius Marcellus, qui en tant que consul en 50 avant Jésus-Christ avait chargé Pompée de défendre la ville, opta pour la neutralité lorsque le conflit commença. Quant à Marcus Junius Brutus, il faisait face à un dilemme complexe, car sa vie personnelle était liée aux principales figures du conflit. Son père avait été tué par Pompée, sa mère était l'amante de Jules César, et il avait été élevé dans la maison de Caton, un défenseur de la République. Brutus décida de quitter Rome et de rejoindre le camp de Pompée, établissant d'abord un poste en Cilicie avant de rejoindre l'armée de Pompée. Titus Labienus, le lieutenant le plus fiable de César en Gaule, prit également une décision surprenante en désertant pour Pompée. Les raisons de sa désertion ne sont pas totalement claires, mais elles pourraient inclure un ressentiment face à la croissance de César et une loyauté antérieure à Pompée. À la fin de janvier, César et Pompée entamèrent des négociations. César proposa un accord qui impliquerait le retour des deux à leur province d'origine, ce qui exigerait que Pompée retourne en Espagne, où il avait ses bases de soutien. Cependant, Pompée imposa la condition que les deux dissolvent immédiatement leurs forces et soumettent le différend au Sénat pour arbitrage. César rejeta la contre-offre, car cela le laisserait à la merci des sénateurs à Rome et annulerait les avantages stratégiques de son invasion surprise. Déterminé à maintenir son élan et à ne pas renoncer à son avantage militaire, César choisit de continuer à avancer. Ce moment marqua la fin des négociations et le début d'une guerre civile dévastatrice pour la République romaine. César envahit rapidement le Picenum, la région d'origine de la famille de Pompée. Alors que ses troupes affrontaient quelques forces locales, César eut la chance de trouver une population non hostile. Ses troupes s'abstinrent de piller, ce qui aida à gagner le soutien local et à éviter des conflits inutiles. En février 1949, César reçut quelques renforts et captura Asculum, une ville stratégique dont la garnison locale avait déserté face à l'avancée des forces de César. Ses premières victoires consolidèrent sa position dans la région et renforcèrent son contrôle sur le territoire.
La plus grande résistance rencontrée par César eut lieu à Corfinium, où Lucius Domitius Aénobarbu dirigeait les forces locales au nom du Sénat. Aénobarbu avait été récemment nommé gouverneur de la Gaule et avait reçu des instructions de Pompée pour se replier et rejoindre les forces principales en défense de la République. Cependant, les négociations échouèrent, et César se prépara à un siège. Aénobarbus affirma initialement que l'aide de Pompée était en route, mais il fut découvert en train de planifier sa propre fuite. Face à cela, ses propres soldats l'emprisonnèrent et décidèrent de se rendre à César après une semaine de siège. Cette reddition apporta avec elle environ 50 sénateurs et chevaliers, que César permit de libérer. Après la reddition, les magistrats locaux de Corfinium remirent à César une grande somme d'argent destinée à payer les troupes d'Aénobarbu. Dans un geste de diplomatie pour gagner du soutien, César rendit l'argent aux soldats et leur demanda de prêter serment de loyauté. Cela renforça encore plus la position de César. Contrairement à ses prédécesseurs comme Sylla, connus pour leurs actions impitoyables et vengeresses, César adopta une politique de clémence lors de son avancée à travers l'Italie. Ses soldats reçurent l'instruction de ne pas piller la campagne, ce qui aida à gagner le soutien de la population locale. Cette approche avait également un aspect pratique important. En évitant des représailles sévères, César réussit à maintenir la sympathie et le soutien de l'Italie en plein milieu du conflit. Alors que César consolidait son contrôle sur l'Italie, Pompée planifiait une fuite stratégique vers l'Est, où il espérait lever une grande armée dans les provinces orientales de l'Empire romain. Pompée et ses forces se dirigèrent vers Brindisi, un port important sur la mer Adriatique. Il réquisitionna des navires marchands pour la traverser. Déterminé à ne pas laisser Pompée s'échapper, César poursuivit son rival jusqu'à Brindisi, arrivant le 9 mars avec 6 légions. Cependant, la plupart des forces de Pompée étaient déjà parties, ne laissant qu'une arrière-garde de 2 légions en attente de transport. César tenta de bloquer le port avec des travaux de terrassement, mais ses efforts ne furent pas suffisants. Alors qu'il essayait de rouvrir des négociations pour capturer Pompée, ce dernier refusa de négocier et réussit à s'échapper vers l'est avec la majorité de ses hommes et tous les navires disponibles. Cette fuite réussie permit à Pompée de rassembler ses forces et de se préparer pour la prochaine étape du conflit. Mais ce conflit ne faisait que commencer. La politique de clémence de César lors de son avancée à travers l'Italie s'avéra une stratégie efficace pour gagner le soutien de la population locale, se distinguant significativement de ses prédécesseurs. Pendant ce temps, la fuite stratégique de Pompée vers l'Est lui permit de rassembler ses forces et de se préparer pour de futurs affrontements. Cette période marqua seulement le début d'un conflit prolongé qui allait changer le cours de l'histoire romaine. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur les prochains chapitres de cet affrontement épique entre Jules César et Pompée, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. À bientôt!